138 bateaux, 6 classes et 3542 milles nautiques pour une course mythique, la reine des régates transatlantiques en solitaire. Depuis 44 ans, la route du Rhum relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, mais au-delà du sport, elle offre aussi une vitrine de ce que pourrait être la voile de demain. Car derrière la performance se cache un coût environnemental élevé. Optimisation, analyse de cycle de vie, nouveaux matériaux ou technologies, la course au large amorce elle aussi sa transition écologique. À l'occasion de la route du Rhum, on est allé faire un tour sur les pontons pour rencontrer quelques skippers, pour découvrir toutes les solutions mises en œuvre pour cette 12e édition pour tenter de réduire l'impact carbone de la course au large. Sur Energy Observer, on a développé un mix énergétique nous permettant d'être autonome en énergie autour du monde. Sur un bateau de course au large, ce sont les mêmes enjeux, viser l'autonomie énergétique tout en embarquant le moins de carburant fossile. On a embarqué à bord de Maître Coq, l'IMOCA de Yannick Bestaven lors d'une navigation technique en préparation de la route du Rhum. On est venu en apprendre plus sur ces hydrogénérateurs, une technologie qu'il a développée et qui permet de fournir l'électricité nécessaire à bord. La grande majorité des IMOCA en sont aujourd'hui équipés. Lors de mon précédent Vendée Globe, l'idée c'était un peu de se démarquer des autres parce que moi j'avais l'ancien bateau d'Yves Parlier, c'était en 2008 et on a développé les hydrogénérateurs parce qu'il n'y avait rien qui existait vraiment à ce niveau-là. Et l'idée c'était d'écrire une histoire en fait sur les énergies renouvelables, partir sans carburant, sans énergie fossile avec le bateau, faire le tour du monde. Et puis la deuxième idée elle était sportive parce que je savais que jusqu'à Blore on partait avec 300 litres de carburant voire plus. Donc l'idée c'était d'alléger le bateau en n'amenant pas ce carburant puisque la production devait suffire entre l'hydrogénérateur, les panneaux solaires et l'éolien. Et voilà, et on a décidé de travailler sur la production d'énergie à partir de l'eau qui coule sous le bateau, donc de faire de l'hydroénergie. Et voilà, on en est très content parce que c'est un appareil qui fonctionne très bien. Donc là on est en train de tester les prototypes pendant 1 an pour pouvoir les commercialiser à l'ensemble de la flotte IMOCA. Donc là c'est le logiciel de contrôle de l'hydrogénérateur. Donc on a mis l'hydrogénérateur bâbord à l'eau. La tension là elle est de 32 volts, tension de sortie 26 volts. On est en train de charger 10 ampères, c'est à peu près la consommation de notre bateau tout allumé, pilote allumé, radar, tout allumé. On est sur une puissance d'environ 300 watts. Et donc voilà ce qu'on peut voir ici. Ça c'est ce qu'on produit en ce moment parce qu'on a passé la barre des 16 nœuds, 1 ampère 5, 1 ampère 6. Voilà, le bateau là il est en pleine production électrique. On peut dire qu'à 15-16 nœuds, on est en autonomie totale sur un bateau type IMOCA avec des hydrogénérateurs qui sont assez petits, donc qui font peu de traînée. Donc c'est bien quand on peut marier la production électrique et le développement durable avec la performance sportive et vitesse du bateau. Voilà. Et puis l'idée de montrer qu'en produisant sa propre énergie avec la vitesse du bateau, on arrive à être en autonomie et gagner des courses, moi ça me plaît beaucoup, quoi. Beaucoup de bateaux sont équipés de nos hydrogénérateurs, la grande majorité. Et après, il n'y a que sur les ultimes où ça fonctionne moins bien parce que c'est des bateaux qui volent en course. Donc là, on a développé une éolienne spéciale pour les hautes vitesses. Ça commence à bien fonctionner puisqu'on équipe la majorité des ultimes. Hop là. Salut Armel. Salut Victorien. Ça va? Bienvenue à bord de Banque Populaire 11. Alors tu vois, nous ce qui nous intéresse, c'est de voir un peu l'évolution des navires de course, le mix énergétique actuel, etc. Et vu que sur ton bateau, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux en termes de performance, on vient voir comment ça se passe, où sont tous les consommateurs énergétiques sur ce navire. Avec plaisir. Écoute, on va aller voir ça, on va aller dans le cockpit et ça va être, j'espère, assez complet. Okay, allez, tu me suis. Victorien, Yannick, c'est notre responsable électronique, informatique. Alors concrètement, ils sont où tous les consommateurs? Alors les gros sujets à bord, c'est bien entendu le pilote automatique. Ensuite, on va avoir toute la partie télécommunication. Après, on va avoir toute la partie centrale de navigation, donc tout ce qui va nous donner nos données de vent, d'allure du bateau. On se rend compte qu'en gros, aujourd'hui, si on part avec les batteries pleines au départ de la course, on va dire qu'au bout de 12 d'heures à peu près, il va falloir recharger les batteries. On va faire tourner le moteur pendant 1 heure, ça va consommer à peu près 3 litres de gasoil, et puis ça va permettre de repartir pour 12 heures d'autonomie en énergie. Mais on a d'autres systèmes qui aujourd'hui sont
de plus en plus fonctionnelles. Et aujourd'hui, on a des éoliennes. On a travaillé avec l'entreprise White & Sea qui sont bien performantes. On en a une de chaque côté et qu'on peut déployer en même temps. Et là, on est quasiment en autonomie totale. C'est des systèmes qui sont... ils ont besoin de tests en fait. Nous, nos plateformes, elles servent à ça aussi. C'est-à-dire qu'on se sert de nos bateaux finalement pour développer ces systèmes. C'est pour ça que l'éolien, les panneaux solaires et d'autres moyens vont dans un bon sens, quoi. Salut Boris. Salut. Ça va? Enchanté. Tu montres ce que vous avez installé? Vas-y, viens. Yes. On est sur le bateau de Boris Herman, c'est un des skippers les plus engagés. Il avait déjà fait beaucoup de tests énergétiques sur son dernier Vendée Globe. Sur son bateau, il a quand même beaucoup de panneaux par rapport aux autres concurrents. Ce type de panneaux, c'est ce qu'on a sur Energy Observer. Ils sont à 24% de rendement. C'est la meilleure efficacité qu'on puisse trouver sur des bateaux. On a deux types de cellules, mais c'est juste une histoire de calpinage pour maximiser les surfaces. Ici, je vois ma charge à l'instant, il n'y a que 7 ampères. Ouais. C'est un peu couvert et la moitié des panneaux sont couverts par les tapis pour les protéger au port. Tu montes à combien en ampérage On a quand t'es vraiment on a vu 35 ampères sur le bateau en moyenne à 28 volts. L'idée, c'est qu'on pourrait être une partie du Vendée Globe, des longues courses autour du monde, on fait aussi The Ocean Race, qu'on va être autonome en énergie grâce aux panneaux solaires. Après, il y a des journées où c'est trop couvert, les journées sont trop courtes. Là aussi, on a des hydrogénérateurs. Le système est conçu pour tenir 10 heures pendant la nuit. S'il n'y a pas de solaire, on tient la nuit. Le mix que tu as hydrogénérateur photovoltaïque? On est autonome en énergie, on le sait déjà. On a fait l'aller-retour à Hambourg là, sans charger par le moteur. En moyenne, sur le Vendée Globe, tu peux être plus léger avec des énergies renouvelables et tu es illimité. Si tu as plus de consommation, il ne faut pas se prendre la tête parce que tu le produis en permanence. Et ça donne un feeling de liberté, de ne pas être censé à compter chaque 100 millilitres de gasoil. On n'est vraiment pas loin de trouver toutes les solutions pour être zéro émission en navigation. Mais n'oublions pas, et on en parle beaucoup en ce moment, il y a une vraie solution, c'est la sobriété. J'ai eu l'occasion de faire mon dernier Vendée Globe entièrement à l'hydro parce que j'ai perdu mon moteur dès les débuts de course. J'avais vraiment hésité à abandonner la course et en fait je me suis dit finalement les hydrogénérateurs font super bien le boulot. Donc finalement j'ai fait tout le tour du monde avec uniquement les hydrogénérateurs. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je me suis rendu compte qu'il faut être plutôt sobre en énergie à bord parce qu'au final c'est un des seuls sports où finalement c'est un gage cette sobriété est gage de performance en fait. Plus on est sobre, plus on arrive à être léger, plus on arrive à être performant. Et donc finalement ça va nous permettre de quasiment gagner entre 50 et 70 litres de gasoil sur une course comme un Vendée Globe. La quête de l'autonomie énergétique pousse certaines équipes à développer de nouvelles solutions. C'est le cas de Marc Guillemot qui teste des nouvelles voiles organiques solaires. Salut Marc. Victorin, tu vas bien? Ça va et toi? Bienvenue. Je vais te montrer ça, la voile solaire, la fameuse. Organique. Voilà cette fameuse voile. T'as combien de mètres carrés en tout? Un peu plus de 12 mètres carrés d'OPV, donc c'est les photovoltaïques organiques. Donc c'est des films qui sont eux-mêmes encapsulés dans un film en plastique et qu'on a encapsulé dans la fabrication de la voile, tu vois. Ce projet, c'est une voile sur laquelle on travaille déjà depuis 2 ans avec toute une équipe. Parce qu'il faut savoir que c'est une voile prototype, c'est une voile expérimentale. Et donc nous on sert un petit peu de bateau labo. Il y a encore plein de choses à faire pour qu'elle soit parfaite. Donc la décision a été prise de ne pas l'embarquer et de continuer à la tester à l'arrivée du Rhum pendant les 2 ou 3 mois où on va rester sur l'arc antillais sous les tropiques. L'idée finale, c'est vraiment d'être capable d'avoir une motorisation électrique avec de l'énergie qui vient de la grande voile. Le rôle des classes est déterminant. Moi, coureur sur un IMOCA avec la voile que tu as essayé de faire la plus légère possible avec ton voilier, de te dire on va te rajouter 10 kg en haut, je suis pas fan. Tandis que si la classe est dit demain vous êtes obligé d'avoir une voile qui développe de l'énergie, et là il n'y a pas le choix, il faut le faire, voilà. Comme Marc Guillemot, beaucoup de skippers appellent les classes à inclure ces critères d'autonomie énergétique, de sobriété dans les règles de classe, afin de réduire notre empreinte plus vite.
Ces innovations issues de la course au large sont ensuite adaptées par l'industrie pour répondre aux enjeux de nos sociétés. À la question, est-ce que ça a un intérêt pour notre société d'essayer avec un bateau à voile d'aller plus vite? Si ça peut répondre demain à une problématique de déplacement de personnes et ou de marchandises, oui, je pense que, en tout cas, c'est le mérite de se poser la question. Nous, sur un bateau de course, pourquoi on met des foils? On met des foils, ça permet au bateau de se sustenter, il traîne moins dans l'eau, il frotte moins, mais le principe de moins frotter sur l'eau et de consommer moins d'énergie pour se déplacer, c'est quand même un petit sujet qui est assez intéressant et dans d'autres domaines. Et je suis convaincu aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait, qu'on commence à faire aujourd'hui en tout cas dans la plaisance, c'est sur un bateau à moteur, le faire voler, parce qu'il vole, il traîne moins dans l'eau, il demande moins d'énergie, et du coup, pour aller à la même vitesse, au même endroit, on consomme moins d'énergie. Et ça, c'est vraiment tiré de la course. Ce que je trouve intéressant, justement, sans parler spécifiquement de ce projet, c'est aussi la capacité de projet de course large, d'aller explorer quelque chose qui peut-être ne va pas aboutir, mais c'est aussi ça l'exploration. Enfin, tu vois, je veux dire, quand on découvre et quand on recherche, on ne sait jamais exactement où ça nous amène. Ouais. Et la course large, on a aussi, on a envie de progresser, de chercher, de tâtonner. J'encourage vachement n'importe quel marin, enfin toutes les bonnes, enfin les volontés de bien faire et d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de progresser dans la course au large. Il faut y aller, quoi.